Votre rendez-vous quotidien avec le documentaire Sur les docs, piloté par Irène Omelianenko. Bonjour Irène. Bonjour Hervé. Parce que je ne vois rien, ça n'est pas un aveu supplémentaire de ma part, c'est le titre du documentaire que vous proposez aujourd'hui. Oui, c'est ce qui arrive quand un de vos proches, ça peut être votre père, votre amoureux, votre voisine, tout doucement vous déconstruit, manipule en vous un sentiment d'insécurité et finit par vous convaincre qu'effectivement vous ne valez rien. En général, la suite, c'est tentative de suicide, dépression nerveuse ou boulimie. Et sur les docs, on a eu envie d'aller un petit peu de l'autre côté, voir ceux qui sont sortis réellement et qui ont mené une lutte contre cette manipulation. C'est un documentaire qui est signé Irène. C'est François Test à la réalisation et Cerise Maréchaux qui a également œuvré à ce documentaire Parce que je ne vois rien. Alors, on va voir justement de l'autre côté, c'est tout de suite sur France Culture. Parce que je ne vaux rien, de Cerise Maréchaux et François Test. C'est compliqué de circuler dans Lyon ? Comme dans Paris, je pense, je sais pas comme dans Paris, mais ouais, ça devient compliqué. Il y a des heures qu'il faut éviter. Ouais. On est avec vous, Martine, en voiture. Où est-ce qu'on va ? Eh ben, dans la proche banlieue lyonnaise. Vous avez quel âge ? 50 ans. Vous habitez seule ? Avec mes enfants. Donc vous êtes séparés depuis combien de temps ? Séparés depuis 2 ans. Et divorcés depuis 4 mois. Ça criait, ça rouspétait, c'était des insultes, On partait en vacances, c'était jamais bien. Évidemment, c'était moi qui organisais les vacances. Il faisait rien, comme ça, au moins, on ne peut pas lui reprocher. Par contre, lui, il a tout son... Puis en fait, après, donc, j'ai vécu comme ça, mais on avait beaucoup d'amis, donc ça passait, c'était... Et puis quand j'ai eu mon fils, ça a été catastrophique, parce que là, j'étais coincée. J'ai eu des coups. Bon, je ne peux pas dire que j'ai été beaucoup, mais j'en ai eu. Et puis, les viols. Et puis, et ça, c'est le psy qui m'a dit, mais c'est des viols que vous avez subis. Je lui dis, mais j'arrivais pas, parce que pour lui, quand je en parlais, il me disait, mais non, c'est dans tous les couples comme ça. Je disais, dans tous les couples comme ça me semblait quand même bizarre. Et puis, quand j'en ai parlé au psy, il m'a dit ça. Il m'a dit, mais attendez, mais... Et du coup, après, quand j'en ai parlé à lui, il allait voir sur Internet quand même, pour savoir ce que c'était qu'un viol. Puis après, il m'a dit, bah oui, effectivement. Effectivement, j'étais violée. Voilà. Pour lui, c'était que je pleure, que je crie, que c'était normal dans ces moments-là. Tout est dans la répétition. Remarques sournoises sur la façon de s'habiller, insidieux travail de sape de la moindre satisfaction. Des mots mais aussi des gestes, les yeux levés au ciel, soupirs excédés, portes claquées. Une tension, parfois une terreur permanente, créée par une attitude lunatique et incohérente, soufflant sur l'autre le chaud et le froid pour maintenir la confiance sur la brèche et l'estime de soi pitoyable, jusqu'à en perdre la tête, jusqu'à se perdre de vue. Le harcèlement moral et psychique existe aussi dans l'intimité du couple. Une femme sur 12 serait concernée, ainsi que des hommes, bien que plus rarement. Et même pour celles et ceux qui ont réussi à s'extirper de leur piège conjugal, il demeure très difficile de répondre à cette question récurrente. Mais pourquoi êtes-vous restés ? Martine, Philippe, Éléonora, Smeha nous ont confié leur histoire, dans laquelle l'amour a bien peu de place. C'était invivable, mais en même temps, j'avais pas le temps d'y penser, quoi. J'étais toujours en train de courir, le boulot, les gosses. Puis j'ai eu une hernie discale qui m'a obligée à m'arrêter, opérer. Comme j'étais arrêtée, j'ai eu le temps de réfléchir. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Donc je suis allée voir mon généraliste, et puis qui connaissait un petit peu, mais sans plus, quoi, parce que je disais rien à personne. Et du coup, il m'a envoyée chez un psy. Et c'est le psy qui m'a dit, au bout de plusieurs séances, parce que j'étais dans un état tellement lamentable que j'arrivais plus à parler. Donc je faisais que pleurer. Et puis au bout d'un moment, j'ai commencé à parler. Et puis peut-être au bout d'un an et demi, il m'a dit, il m'a pas dit pervers narcissique, il m'a dit harceleur pervers. Donc c'est à peu près pareil, parce que on dit PN,
Mais en fait, on pourrait dire A, B, C, D, E, F, G tellement qu'ils sont d'égalité. Donc on pourrait mettre un mot sur chaque lettre. Donc moi, c'était harceleur pervers, HP. Muriel Salmona, en tant que psychiatre psychotraumatologue, comment expliquez-vous ce phénomène d'emprise dont parlent les victimes qui ont souffert de harcèlement conjugal et comment s'installe cette emprise ? Alors, c'est une emprise qui s'installe dans la durée, qui en fait utilise toute une gamme de manipulations psychologiques et de manipulations émotionnelles. En fait, il s'agit de créer chez la victime des réactions émotionnelles un peu extrêmes et de créer chez elle toute une gamme de comportements grâce à des mises en scène qui sont imposées. Et ces mises en scène, elles sont tellement incompréhensibles par la victime qu'elles vont générer aussi des psychotraumatismes qui vont renforcer l'emprise sur elle-même. En fait, qui vont entraîner chez elle tout un doute, tout un embrouillage intellectuel et des réactions émotionnelles telles qu'elle ne va plus du tout se reconnaître. En fait, c'est vraiment une emprise qui génère une sorte de destruction identitaire qui va s'installer petit à petit et faire qu'elle va douter d'elle, qu'elle va avoir une estime de soi catastrophique, qu'elle va en fait se sentir coupable, honteuse, mais tout ça c'est organisé par celui qui la manipule. T'as acheté le persil ? Ah, j'ai complètement oublié. Extrait de Fred et Marie, court-métrage de sensibilisation aux violences psychologiques dans le couple. Maman fera ça. Fred. Bah quoi, t'as dit qu'il allait, toi? C'est pas comme si t'avais mille choses à faire. Ça sent bon. C'est bien, tu t'es bougé pour ce soir. La bonne recette de maman. Il manque juste un petit truc. En même temps, ils viennent pas pour manger, là. Et puis cette histoire de vous faire croire que vous êtes bien, puis en fait, dans les 5 minutes après, vous faire comprendre que vous êtes moins que rien, quoi. C'est... Quels mots il utilisait, quelles attitudes, comment il vous faisait comprendre ça ? Déjà dans les yeux. Dans les yeux, déjà, vous ouvrez la porte, vous savez à quoi vous en tenir. Et vous diriez que c'est... Du vice, faire du mal. Moi, je me rappelle, il allait engager un sujet, mais n'importe quel sujet, une broutille, n'importe quoi. Et puis, il allait aller dans le sens contraire de moi. Il allait me soutenir des trucs, mais qui avaient ni queue ni tête, quoi. Je veux dire, qui étaient complètement débiles. Donc, il me soutenait ça, je m'énervais, il m'insultait, il me traitait d'imbécile, quoi. Et plus je m'énervais, plus lui prenait son plaisir, quoi. Et après, je me retrouvais dans un état, mais je me souviens, des fois, je me disais, mais tu dois avoir du sang dans les yeux, c'est pas possible. Tellement j'étais dans un état de nerfs épouvantable. Puis après, il me disait, pourquoi tu t'énerves ? Et là, je me disais, mais il est fou. Et ça le faisait rire. Il partait, il avait eu ce qu'il voulait, quoi. Isabelle Nazaraga, vous êtes thérapeute, vous avez beaucoup travaillé sur le harcèlement psychologique et moral au sein du couple. Les personnes que nous avons rencontrées parlent de harceleurs, de manipulateurs, de pervers narcissiques, qu'elles disent parfois PN. Est-ce la même chose ? Oui, c'est la même chose. Les chercheurs en psychanalyse ont, au milieu du XXe siècle, découvert un lien entre le narcissisme, la perversion, puis la perversité, et en ont tiré une expression qui s'appelle la perversion narcissique. Et dans ce trouble, en fait, les personnes ressemblent à des gens tout à fait normaux. À comparer, par exemple, avec une personnalité schizophrène ou une personnalité paranoïaque, les deux dernières ont des caractéristiques comportementales tellement particulières que même si on ne fait pas de psychiatrie ou de psychologie, on s'aperçoit très vite que la personne n'est pas normale. Or, dans la personnalité narcissique, qu'on l'appelle pervers narcissique, PN, ou manipulateur, qu'importe, ces personnalités ont une sphère intellectuelle qui n'est pas du tout endommagée, c'est-à-dire que s'ils sont intelligents, ils vont faire des études comme n'importe qui. Et puis une autre sphère n'est pas touchée chez les personnalités narcissiques, c'est la sphère sociale, c'est-à-dire qu'un homme manipulateur sait très bien qu'on offre des fleurs à une femme plutôt qu'un bouquet de poireaux. Et du coup, il crée une confusion qui fait que les personnes se disent il est tellement normal que c'est pas possible qu'il ait des actions ou des pensées anormales, notamment en privé. Marie, c'est quoi ça ? Ça quoi ?
Espèce de robe, là. La rouge? Bah ouais, la rouge. C'est ma robe pour ce soir. C'est une blague. Tu vas quand même pas mettre ça. Elle est très bien, cette robe. Tu ressembles à rien dedans. T'as vraiment qu'un goût. Je vais t'en trouver une, moi. C'est quand même pas toi qui vas choisir ma robe pour ce soir. Écoute, tu discutes pas. Tu vas me faire confiance, ok? Quoi? Y a un problème? Et justement, comment le conjoint qui harcèle s'y prend pour organiser cette stratégie? Quels sont les mécanismes? Alors, les mécanismes passent par essentiellement des mensonges. C'est-à-dire des mises en scène. Ça peut être une emprise par la terreur, la peur, créer toute une intimidation qui va vraiment traumatiser la victime. Ça peut être aussi tout un système de contraintes où il va empêcher la personne de penser, l'obliger à s'auto-censurer continuellement en édictant des règles complètement rigides. Il peut aussi générer tout un sentiment de nullité, d'infériorité. Mais c'est la mise en scène, c'est-à-dire qu'il se place et il est tout en train de critiquer, de dire que tout ce que fait la victime est nul, de dire qu'elle est moche, de dire qu'elle fait tout de travers. Donc tout ça, petit à petit, ça atteint la personne. Surtout qu'elle ne comprend pas, en fait, que ce sont des mensonges. C'est-à-dire qu'il peut mettre en scène qu'il est en colère alors qu'il n'est pas en colère. Il peut mettre en scène qu'il est jaloux alors qu'il n'est pas jaloux. Plus les comportements sont incompréhensibles, plus ils sont incohérents, plus en fait la victime de ces comportements va être sidérée. C'est-à-dire elle va être bloquée psychologiquement et elle va de moins en moins pouvoir gérer ses émotions. C'est-à-dire que ce qui permet de gérer ses émotions face à une situation anormale ou une situation de danger, c'est le fait de pouvoir les analyser, de comprendre. Si on est face à quelque chose d'incompréhensible, on ne peut pas contrôler ses émotions. Du coup, on a un stress qui monte et à ce moment-là, il y a une mise en place par le cerveau de stratégies de survie, de mécanismes de sauvegarde qui font qu'il va y avoir un stress extrême qui va entraîner ce qu'on appelle une dissociation, une disjonction. C'est-à-dire ça déconnecte, un peu comme dans un circuit électrique en survoltage. Au final, on peut devenir comme une sorte d'automate, en fait, complètement contrôlé par la personne. Je m'appelle Philippe, j'ai 47 ans. Je suis séparé depuis 2007 de mon ex-compagne, avec qui j'ai eu un enfant qui a désormais 14 ans et que j'élève seul depuis 5 ans désormais maintenant. Et j'ai découvert que j'avais vécu une situation où j'avais été harcelé et manipulé dans la relation amoureuse que j'entretenais avec elle. Comment s'est installée la situation d'emprise, de harcèlement? Ce qui m'avait paru bizarre, je l'avais très simplement exprimé, c'était en fin de compte, le sentiment d'être observé et d'être épié. Et elle a toujours déjoué les doutes que je pouvais avoir sur la façon dont elle m'observait, en disant, mais si je t'observe comme ça, c'est parce que je t'aime. Mais son regard, il était comment? C'est comme si elle me disait en m'observant, j'ai pitié de toi, tu me dégoûtes, quoi. C'est comme si on lui inspirait la pitié ou le dégoût, mais pas de l'amour. Lorsque je prenais une initiative dans son travail, surtout dans son travail ou autre, elle me disait c'est très bien, mais tu vois, t'as fait ça, t'as tort quand même. Et ça n'allait jamais. Si ça provoquait une jalousie au sein de sa famille, c'était parce que je m'étais mal pris avec eux. En fin de compte, c'était une disqualification constante sous le prétexte de tu as bien fait les choses, mais quand même, tu aurais pu t'y prendre autrement. À force, j'ai fini par définir ça sous la forme de mots stigmates, comme je les appelle. Elle en a employé quelques-uns avec moi. Elle sait que je suis quelqu'un de franc et sincère et qui souhaite aller au fond des choses et les éclaircir quand il y a notamment un conflit ou autre. Mais quand j'ai essayé d'éclairer un conflit ou autre, elle me traitait d'hypocrite. C'est quelque chose que je trouve ça total. C'est-à-dire c'était une inversion totale de la situation. Mais comment aujourd'hui vous distinguez ce que vous avez vécu, donc une situation de harcèlement, d'emprise, de tension conjugale qui arrive chez tout le monde?
on a eu, ses enfants, notre fils et moi-même, les mêmes problèmes. C'est-à-dire que les conséquences de cette confusion, on s'est retrouvés tous dans un état de, pour certains c'était anorexie, boulimie, avec tentative de suicide et scarification pour l'aîné, avec pour mon fils enurésie et terreur nocturne, et moi boulimie. On a été tous dans cette situation tellement confuse qu'on n'arrivait pas vraiment à verbaliser la situation dans laquelle elle nous mettait. On n'arrivait pas à la concevoir en fin de compte. Et ça, elle le provoquait en retournant tout le temps la situation en sa faveur, avec une force de persuasion qui nous dépassait. Et parfois un simulacre de gestuelle ou autre très agressive qui faisait que automatiquement, elle était outrée, mais de manière qui paraissait entre guillemets si sincère que la faute ne pouvait provenir que de nous, quoi. J'ai checké ton Facebook. T'es ami avec Alain maintenant? C'est quoi ce plan avec Alain? Marie! C'est quoi ce plan avec Alain? C'est Alain, c'est ton pote. Ah oui, justement. C'est mon pote. Et mes potes, c'est mes potes, tu comprends ça? Mais pour qui tu te prends, hein? Pour qui tu te prends? Tu fais rien de tes journées, tu te plains tout le temps. Hein? Et maintenant tu fais la belle devant mes potes? C'est ça, hein? Mais tu te crois où, toi? Mon amour, je suis désolé. En fait, je trouve ça plutôt sympa que tu sois pote avec Alain. Bon, tu te grouilles? Je vais voir pour le verre. Éléonora, on se trouve actuellement dans un coin de campagne française, à quelques centaines de mètres d'un château où vous vous êtes mariée avec votre ex-mari. On n'en dira pas plus sur le lieu. Pourquoi c'est important pour vous de garder cet endroit secret? Eh bien parce que durant toutes les années où j'ai été mariée à cette personne manipulatrice, j'ai subi déjà au sein du couple et de la famille des violences psychologiques qui m'ont beaucoup affectée et déséquilibrée. Et ensuite, lorsque je suis partie, ces violences ont perduré et je me suis littéralement réfugiée dans une maison que j'occupe actuellement. Et le harcèlement, la traque, toutes les manifestations intempestives de ce personnage qui éprouvait une véritable jubilation en me suivant, ont continué. Et cette emprise, elle avait démarré d'une manière un peu particulière, car cet ex-mari dont vous parlez était à l'origine votre voisin. Alors à l'époque, j'étais mariée avec quelqu'un qui avait le même profil de manipulation perverse et qui exerçait des violences morales et physiques à mon encontre. Et sur ces entrefaites est arrivé cet homme dans cette région, éloigné de sa région d'origine. Et il s'est mis à convoiter la vie que j'avais parce que j'avais des enfants, je m'en occupais beaucoup. J'organisais beaucoup de bals, de fêtes, etc. Et lui-même avait ses enfants en garde alternée, dont il ne savait que faire en dehors de la marchandisation des liens et de les acheter et de les conquérir par des achats absolument, des dépenses somptuaires. Et comment a-t-il fait concrètement pour s'approprier votre vie? Alors d'abord par l'observation. Et lui, à son poste d'observation, en plus dominant, puisqu'il avait un étage supplémentaire par rapport à notre jardin, voyait très bien que j'étais constamment seule et que mon ex-mari s'absentait sans arrêt pour le moindre prétexte, qu'il découchait également. Et il a voulu donc s'approprier cet espace vide, d'abord donc par l'observation, ensuite en se rendant utile pour combler ce qu'il a deviné
comme étant on va dire des failles affectives, un besoin d'amour et de reconnaissance. Il s'était aperçu que les enfants comptaient beaucoup pour moi et que j'étais très seule avec eux. Donc il s'est appuyé sur ce fait pour, par exemple, amener, lorsque j'organisais une veillée avec des crêpes, etc., pour amener un plat, pour rendre un service, pour amener de la musique, ou lorsqu'il y avait de la neige, c'est exceptionnel dans notre région, mais pour, par exemple, me dire c'est dangereux, je préfère m'occuper des courses pour vos invités parce que vous pourriez être en danger. Alors, comme jamais personne n'avait eu cette prévenance à mon égard, eh bien, je me sentais soudainement enveloppée, entourée avec les enfants. Et d'une certaine façon, il a bien compris qu'il y avait une résonance avec mon histoire familiale et qu'il allait pouvoir s'engouffrer dans cette brèche pour me recréer l'illusion d'une famille. Et à quel moment la situation a basculé ? Alors d'abord, en fait, les services rendus, la prévenance, les attentions constantes ont soudain fait intrusion dans ma vie par des appels téléphoniques brutaux. Bonjour, je vous téléphone parce que j'arrive. Sur le coup, je me demandais en quoi ça me concernait. Et j'aurais dû me poser la question de façon beaucoup plus aiguë. Mais j'avais l'impression d'exister pour quelqu'un d'autre que pour mes enfants. Les personnes qui mettent en place ces stratégies de façon totalement préméditée, organisée, c'est ce qu'on appelle les pervers narcissiques. C'est-à-dire que ce sont des prédateurs qui vont se choisir des victimes, ils vont faire une sorte de casting, ils vont se choisir quelqu'un qui est isolé et qui va pouvoir vraiment transformer en esclave à son service. Et du coup, tout va être mis en scène, organisé en fonction de ce qu'il veut lui. Donc il va pouvoir jouer beaucoup de rôles pour vraiment piéger la victime. Dès la rencontre, tout est faux. Il est d'autant un meilleur acteur qu'en fait, grâce aux violences qu'il exerce, lui, il s'anesthésie émotionnellement totalement. Donc en fait, il ne ressent aucune émotion. Vous vous êtes mis ensemble ? Vous vous êtes mariés ? Et une fois que l'emprise était installée, comment elle se manifestait ? Alors déjà, bien avant le mariage, elle se manifestait de différentes manières. Déjà alors que nous étions ensemble, mais pas de façon officielle, avant de vivre avec lui. Il faisait des crises de jalousie absolument innommables, en me harcelant, en ne lâchant jamais l'affaire, jamais le morceau, en me traquant sur le même sujet de façon, comme un lavage de cerveau. Je pense que dans les sectes, il se passe exactement le même processus, c'est-à-dire on essaie de faire avouer des choses qui n'existent pas. C'est une sorte de torture psychologique à laquelle on est exposé et qui s'installe. Alors c'était sur des jeunes gens qui n'avaient pas du tout mon âge, qui auraient pu être mes neveux, mes fils, etc. Donc j'étais stupéfaite. Mais on se donne toujours de bonnes raisons pour ne pas entendre. Je me disais, il a 26 ans de plus que moi. Étant beaucoup plus âgé, il manque d'assurance, il veut aller vite, etc. Et donc, on entend toujours une petite voix, et c'est là que commence le déchirement en soi, entre la partie qui entend, le ressenti profond, et puis la partie qui ne veut pas entendre et qui continue à s'accrocher à des pans d'idéaux et de rêves enfantins. Géraldine vient d'appeler pour savoir ce qu'il devait apporter ce soir. C'est quoi cette histoire? Finalement, j'ai invité Géraldine. T'as invité Géraldine. Et tu sais bien que je peux pas la voir. Oui, mais c'est ma copine. Écoute, tu vas pas me faire ça ce soir, hein? C'est quoi le plus important? C'est Géraldine, c'est ça? C'est Géraldine ou c'est nous? Géraldine, c'est important pour moi. Oui. Bah, pas pour moi. Écoute, Marie, on a déjà invité Catherine, c'est déjà très bien, ok? Géraldine, elle vient pas. Oh! On s'en fout de Géraldine! Hé, mon amour! Quoi? Tu veux que je mette la table? Non. Non? Je vais le faire. Ok. Je vais prendre une douche. Tu l'appelles, hein?
Donc là, Martine, on est arrivé chez vous, on est dans votre cuisine, autour d'un petit café. Donc vous nous expliquiez que vous avez vécu une longue situation de harcèlement par votre ex-mari. Vous êtes resté combien de temps avec lui ? 30 ans. Pendant de longues années, je me disais qu'il ne tournait pas rond, mais bon, je venais d'une famille aussi où ça ne tournait pas bien rond non plus. Donc, mais c'est-à-dire les premiers signes, en fait c'était des affirmations. Il affirmait des choses qui n'étaient pas vraies. Des paroles méchantes. Je vous dis, à l'enterrement de mon père, quand vous rentrez de l'enterrement, que vous êtes en pleurs et puis que vous dites mon père, il est dans un caveau, je le sens bien. Pour moi, dans ma tête, c'était mieux que dans pleine terre. Et lui, il m'a répondu, de toute façon, ton père sera bouffé par les vers comme tout le monde. Et puis après, quand j'ai eu mon fils, il m'a coincé, quoi. Parce qu'après, je me disais, avec mon fils, mais c'est pas possible, je peux pas laisser mon fils. J'aurais voulu partir, mais je pouvais pas laisser mon fils, c'était pas possible. Puis après, j'ai eu ma fille, parce que je me disais, il faut que j'ai un deuxième enfant. Donc comme je pouvais pas laisser mon fils, j'ai eu ma fille. Et puis après ça a été crescendo, quoi. Pour faire une différence entre un couple qui se dispute et puis une emprise psychique et destructrice, c'est une répétition qui va crescendo. Deuxièmement, c'est le moment où cette dégénérescence va se produire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dispute normalement avant qu'on soit ferré. Les cas de situation où on se sent plus piégé, comme si on ne pouvait pas revenir en arrière, c'est il vit avec moi dans mon appartement ou ma belle maison. Il a abandonné son appartement, donc on vit sous le même toit. Deuxièmement, il y a un mariage. Troisièmement, je tombe enceinte. Ou quatrièmement, j'accouche. Et ça, c'est très net. Il y a des gens qui me parlent de même une modification comportementale et d'exigence le soir même d'un mariage, alors qu'ils ont vécu plusieurs mois ensemble. Expliquez-nous ce basculement. Alors, la culpabilisation, l'exigence de ne pas aller voir nos amis ou les membres de notre famille, l'isolement. On devient responsable de choses qu'on n'a pas commises ou de choses qu'il a commises. À ce moment-là, il y a des disputes là-dessus. La notion qu'on a toujours tort. On est dévalorisé. Avant, par exemple, avant d'être marié, il peut très bien dire « Oh, t'as bon goût dans la décoration ». Et ensuite, il va changer son discours. Il va dire, bah oui, mais enfin, il faut changer, hein, tu sais, les goûts, ça change, hein, puis on n'a pas tous les mêmes goûts, hein, et donc il peut être plus subtil, ou il faut en finir, là, je l'ai entendu il y a peu de temps, t'as des goûts de merde. Lui, il m'insultait, quand il passait à côté de moi, il m'insultait, il disait le tas de merde ou cette folle. Quand je suis allée m'asseoir sur la balançoire de ma fille, il a dit à ma fille, ça y est, le tas de merde est sur la balançoire. Et il disait à chaque fois, c'est un boulet que je traîne à mes pieds depuis qu'on est mariés. Et ça, il faut que je le traîne toute ma vie. Et donc, je me suis un petit peu défoulée dans ces feuilles-là. Voilà. Est-ce que vous accepteriez d'en lire quelques passages ? Oui. Smeha, 50 ans, vit dans une maison cossue de la région parisienne, avec son mari et leurs 2 grands-enfants. Un confort apparent qui dissimule 25 ans de violence psychologique. Smeha aimerait divorcer mais n'y arrive pas. Depuis peu, elle consigne le comportement de son époux dans un journal qu'elle ne cherche pas à garder secret. Celui-là, par exemple... la prison, oui, la prison, comment peut-on appeler une demeure où sans cesse tu es critiqué et injuré par un connard fini. Je suis à 2 doigts de porter plainte, mais je me retiens pour mes enfants. Mais il n'a pas intérêt à pousser le bouchon trop loin, car ma patience a des limites. Le harcèlement moral est condamné, quelle que soit sa forme. Dénigrer une personne continuellement est une forme de harcèlement moral. Oui, je suis une merde, comme il le répète assez souvent, un boulet qu'il traîne à ses pieds. Visiblement, le boulet, la merde lui plaît, puisqu'il ne veut pas que je parte. 25 ans d'insultes et de dénigrement. Il a même lâché le volant un jour dans la voiture pour nous faire peur. De plus, ce connard fini fouille tout dans mon sac, dans mes affaires, et l'a jeté à la poubelle, m'a fait clochette, acheté à Disneyland, et il appelle cela l'amour.
L'amour, c'est d'abord le respect de l'autre. Tu n'es pas digne de respect, a-t-il dit. C'est moi le maître ici, tu n'es qu'un tas de merde, etc. Mon psy a dit que j'ai les mêmes codes qu'elle, donc c'est lui le problème. Il m'a fait culpabiliser pendant 25 ans. Je réalise enfin que c'est un malade mental. Certes, c'est un père attentionné, mais c'est un malade mental, un taré qui n'a pas confiance en lui, un moins qu'Orien qui a besoin de s'affirmer et de se prouver qu'il vaut quelque chose en écrasant les autres. Voilà, je me suis un peu défoulée parce que je ne savais pas trop comment extérioriser ma douleur, donc c'était le seul moyen. Et cette situation dure depuis 24 ans. Les 2 premières années, c'était quand même supportable dans la mesure où je me suis dit, c'est les premières années, on commence à se connaître. Je le connaissais pas du tout, c'est un mariage arrangé. Donc je me suis dit que c'est peut-être ça. Donc quand on se connaîtra mieux, ça ira mieux. Mais non, ça s'est vraiment empiré. Quand elle voulait me rendre responsable de ces accusations, elle joignait le geste à la parole, c'est-à-dire qu'elle m'a balancé les assiettes en pleine tête, elle m'a balancé une fois une agrafeuse où j'ai eu 2 points de suture à l'arcade, elle donnait son argumentation tout en joignant le geste à la parole, en brisant les objets, quoi, tout simplement. Par exemple, quand on était en voiture avec lui, il fallait que nous, on soit attentifs tout le temps à la route et que quand lui, il avait raté le chemin, il disait toujours que nous, on n'avait pas été attentifs et qu'on aurait dû faire attention au chemin et dans les toilettes, il fallait poser le papier toilette côté gauche, il fallait que un rouleau soit du côté droit, en fait des trucs vraiment... Et le point d'orgue de cette violence a été de menacer de tuer mon fils si jamais je me séparais d'elle, quoi, finalement. Voilà, tout simplement. Elle me regardant droit dans les yeux, en me disant clairement, si tu me quittes, je tue ton fils, voilà. Et vous, à votre avis, est-ce qu'il y a quelque chose qui, dans votre passé ou dans votre personnalité, qui vous a fait vous faire prendre au piège ? Oui, ça c'était... oui, parce que moi chez moi, mes parents s'entendaient pas, ça criait, ça... Et puis j'ai une mère qui est assez... de toute façon, j'ai ma mère, moi mon psy me dit, c'est votre mère qui vous a éduqué à être comme ça, quoi. À être gentille, soumise... Voilà, parce que moi, ma mère, c'était, quand elle avait décidé, c'était s'il fallait que je rentre à 18h, c'était pas 18h01, c'était 18h, quoi. Je veux dire, c'était... Et ma mère, en fait, il y a des fois, je me dis, c'est ma mère qui m'a choisi mon mari, quoi. Parce que, quand j'ai connu mon mari, ma mère l'a tout de suite accepté, quoi. Que les autres, jamais il y en a un qui avait passé la porte, quoi. Bien souvent, on est dans un système de répétition, dans un cycle où l'on refait les mêmes choses, les mêmes erreurs, lorsqu'on a en soi un point aveugle, que l'on n'a pas voulu travailler en psychanalyse ou que l'on a tenté d'éluder, d'éviter, de contourner, de refouler, etc. Et que l'on a une histoire familiale qui est marquée du même sceau. C'est-à-dire avec une figure parentale qui est extrêmement prégnante, qui a été toute puissante dans l'enfance, qui a exercé un terrorisme, une terreur. Et d'une certaine façon, l'adulte que l'on est encore en partie l'enfant en proie à l'effroi que l'on a pu être. Et l'enfance que l'on a eue a déjà bien souvent frayé la voie pour abaisser les défenses individuelles et rendre la personne perméable à un discours séducteur, à un discours d'emprise qui nie totalement les besoins de l'enfant et plus tard le conjoint qui nie totalement les besoins du conjoint qu'on peut être et c'est un relais, une continuité qui se trace de l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Les prédateurs, les pervers narcissiques se choisissent continuellement des personnes qui ont déjà subi des violences très importantes dans l'enfance. Pourquoi ? Parce qu'elles sont déjà formatées à être en position de choses, à être instrumentalisées. Elles sont formatées à faire des efforts extrêmes pour échapper à une violence, y survivre. Donc elles ont souvent une capacité de résistance à des violences extrêmes ou à des conditions de vie complètement folles qui vont être intéressantes aussi pour l'agresseur, qui pourra leur imposer beaucoup de choses.
violence. Et puis, ça va être aussi une meilleure drogue pour lui, parce que la personne qui exerce des violences, elle l'exerce pas pour rien. Elle l'exerce pour soumettre quelqu'un, pour l'esclavagiser, mais elle l'exerce aussi comme une drogue qui lui permet de s'anesthésier encore mieux. Celui qui exerce des violences disjoncte comme le cerveau de la victime, et du coup se nourrit de ces mécanismes au niveau du cerveau qui sécrètent en mécanisme de sauvegarde des neurotransmetteurs qui sont morphine et kétamine-like. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une production de drogue. Et les gens qui exercent des violences les exercent pour effectivement s'anesthésier, apaiser une tension. Je sais pas, j'ai une réunion très importante, ça me stresse un peu. Je vais exercer des violences sur la personne avec qui je vis. Et comme ça, du coup, je serai bien déconnectée, bien anesthésiée, et je pourrai vraiment affronter des situations un peu difficiles tranquillement. Moi, j'ai vécu dans un monde exactement semblable à celui que j'ai connu après, avec ce deuxième conjoint, à savoir un monde de cocktails, très mondain, à l'étranger, avec la représentation sociale de la France, et où le décor est parfait, et où justement ça permet de légitimer toutes les exactions et tous les saccages psychiques que l'on peut subir, et notamment, le premier saccage est celui de ne jamais être entendu dans ses besoins en tant que personne, mais de n'être vu que comme un objet susceptible de narcissiser l'image du parent, de le gratifier. Donc on peut être valorisé à l'extérieur parce qu'on a d'excellentes notes, et puis à l'intérieur être totalement humilié et avili en permanence, aussi bien sur des allusions sexuelles, sur des obscénités, sur la meute à table qui fait que l'on peut être le bouc émissaire de tout un clan. Quelles étaient les attitudes envers vous ? Eh bien, je sais pas, des choses toutes simples, comme par exemple le fait de voir toute la table réunie et un jour de ne pas trouver sa place assise à table devant toute la famille. Et d'arriver, quand on a 8 ans, et de dire « mais vous êtes tous assis, mais moi je ne vois pas de place pour moi ». Et d'avoir ce père qui désigne un journal par terre, avec une bassine qui figure une auge, avec un couteau et une fourchette de chaque côté, et qui dit « mais ta place elle est là ». C'est-à-dire en fait de manger à 4 pattes comme un cochon, par exemple. Ou bien, à l'âge où à 12 ans on a des rêves, d'avoir une vie plus douce, avec un véritable amour. Moi, je n'ai pas eu la chance d'avoir ma mère avec moi, et je la voyais 2 fois par an quand je rentrais de ces pays très lointains. Donc je me sentais absolument vulnérable et non protégée dans mon intimité, avec un père qui faisait irruption dans la salle de bain n'importe quand, qui faisait des remarques sur la poitrine qui poussait, voilà. Donc j'avais honte de cette féminité naissante et de mon corps. Et puis à table, eh bien c'était les grivoiseries, les gauloiseries, devant toute la table qui riait à gorge déployée, et où on essayait de m'imputer des appétits charnels irrépressibles. On me faisait passer en fait pour la traînée de service. Il est très difficile de juger quelqu'un qui est capable d'enregistrer des comptes pour un enfant, qui est capable de faire des croissants le matin et de se lever à l'aube pour les faire, qui donne des petits noms gentils à chacun, et puis par ailleurs de pivoter sur l'autre facette avec des termes comme ma grosse, heureusement qu'il n'y a plus de lavoir parce que sinon tes mains serviraient à battre le linge, ou par exemple, dis donc, tu vas avoir une poitrine, il faudra une brouette pour la porter. Ou sans arrêt, comme disent les jeunes à l'heure actuelle, des termes qui cassent
et qui font très mal parce que c'est sous couvert de plaisanterie. J'étais arrivé à m'oublier moi-même. Avant de la connaître, j'avais fait certaines choses, quand même, notamment dans le sport que je faisais ou quoi que ce soit. J'avais été 4 fois champion de France, j'avais été eu de nombreuses récompenses, j'avais été récompensé dans les diverses activités professionnelles que j'avais menées avant ou quoi que ce soit. Dans quel sport ? Rugby. Et j'avais totalement oublié tout ça. C'est comme si j'étais mort, tout simplement, psychiquement mort. Et j'ai réussi à me reconstruire en fin de compte parce que mes parents, de par tous les titres sportifs que j'avais eu, les distinctions que j'avais eues, ne serait-ce qu'au travail ou autre, on s'était fait, en fin de compte, chaque fois qu'on est champion de France, on retrace l'histoire de la saison, de chacun des joueurs, avec les coupures de journaux ou autre. Ils m'ont offert le tout quand en fin de compte on a été séparés. Et le fait de réplucher tout ça, je me suis dit, entre guillemets, merde, je suis pas la merde qu'elle m'a dit que j'étais pendant 10 ans, puisque j'ai fait ce que j'ai fait. Je rêve pas, je l'ai fait. Là, il y a les articles du journal pour le prouver, quoi. Mais je l'avais complètement éludé. Pour moi, c'était comme si ça n'avait pas existé. Comment la personne harcelée peut-elle se sortir de cette situation, Muriel Salmona ? Alors, elle a vraiment besoin de repérer la mise en scène de l'agresseur. Il y a plusieurs choses. Il y a le fait qu'il ne faut pas qu'elle reste seule. On sait d'un côté que ça ne va pas, mais de l'autre, on n'arrive pas à comprendre pourquoi. Donc, si on a quelqu'un sur qui s'appuyer, bon, particulièrement quelqu'un qui fait une prise en charge, du coup, on peut repérer les mensonges, on peut repérer la mise en scène. Donc, on démonte ça, et puis il faut surtout traiter aussi la mémoire traumatique, c'est-à-dire traiter le traumatisme. C'est-à-dire que rien qu'avec des paroles, on peut générer une terreur totale, on peut générer une sensation de peur, de ne plus être rien, où on est complètement nié, où on est vraiment détruite, rien qu'avec quelques phrases assassines. Et ça, il faut après désamorcer toute cette mémoire traumatique qui s'est installée. Et ça peut entraîner d'ailleurs des atteintes neurologiques qui se réparent au moment de la prise en charge. Donc c'est vraiment pouvoir être accompagné, protégé de cette personne. Donc il faut pouvoir s'éloigner de cette personne. Et puis petit à petit se réparer, être réparé. Mais c'est vrai que plus on donne des informations aux personnes, plus elles peuvent s'y retrouver aussi, comprendre un peu ce qui leur arrive. Exercice de contre-manipulation lors d'un séminaire de la thérapeute Isabelle Nazaraga. Donc vous allez vous retrouver en mini-groupe avec l'idée que chacune va pouvoir jouer le rôle d'un manipulateur avec une seule réflexion. Donc on est juste sur le premier jet pour créer la situation de répartie. Beaucoup de gens n'ont pas la répartie quand ils se reçoivent la première réflexion. Et la première réflexion, je le rappelle, n'est pas nécessairement violente, agressive. Elle peut avoir été prononcée avec un grand sourire et grande douceur. Seulement, ça vous pique au cœur. Et là, on contre-manipule, c'est-à-dire qu'on change un langage, on se met dans un mode très différent de celui qu'on a d'habitude. Bon, le premier exemple, c'est quoi ce costume ? On dirait un clown. C'est la seule personne qui vous aura fait une réflexion négative sur votre ensemble. C'est typique du manipulateur, ça. Au lieu de dire, non, écoute, il est très bien, en plus tout le monde le trouve joli, sympa, t'es toujours négatif. Vous devenez neutre et vous faites quelque chose, si possible, d'assez drôle. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'enjeu. L'ironie est une réponse agressive, mais intellectuel. C'est quoi cet ensemble ? On dirait un clown. Oh, mince, j'ai oublié mon nez rouge. Il ne s'y attend absolument pas. Il est scotché. Ça marche super bien. D'abord, sur le moment, ça marche, même s'il continue à nous dire « Oui, mais enfin, t'as l'air ridicule. » Oh, le ridicule ne tue pas. Et on doit continuer en contre-manipulation jusqu'à ce qu'il s'arrête. Et on le voit parce qu'il quitte la pièce. Et si on est au téléphone, il raccroche. Ok, on y va ? Ma grosse prise de conscience, alors que j'étais persuadé qu'elle avait peut-être des problèmes, alors que je la plaignais aussi parce qu'en fin de compte, avec ses parents, elle n'avait pas eu une enfance heureuse, dont elle se plaignait tout le temps. Elle avait subi de la maltraitance infantile, tout simplement. Donc, quelque part, je la plaignais et c'était justifié parce que ses parents avaient quand même des comportements très
Pas des comportements de parents responsables, quoi. C'était elle, la mère de ses parents, tout simplement. Et ça faisait que, bon, je mettais de l'eau dans mon vin et je puisse finalement réfréner mes velléités et les rébellions que je pouvais avoir avec elle, parce que quelque part, j'en étais arrivé à la plaindre, quoi. Muriel Salmona, le conjoint qui harcèle, est-il malade sur le plan psychiatrique ? Alors, il n'est pas malade sur le plan psychiatrique, c'est pas une maladie psychiatrique. Le plus souvent, il a des troubles psychotraumatiques, c'est-à-dire que lui-même a été, a subi des violences dans son enfance, soit a été témoin de violences, et il va en fait utiliser les violences qu'il va exercer contre quelqu'un pour s'auto-traiter, en fait. On peut en fait prendre en charge la victime qu'a été cette personne qui harcèle actuellement. C'est-à-dire qu'on peut travailler sur des mémoires traumatiques. Si la personne qui harcèle n'a plus de mémoire traumatique, elle n'a plus de raison de harceler. Sauf que elle, pour être traitée, il faut qu'elle travaille sur ce qu'elle a subi, mais sur ce qu'elle a fait subir aussi. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle accepte de parler de tout ce qu'elle a pu faire et du coup de s'auto en quelque sorte dénoncer. Et quand c'est quelqu'un qui, par exemple, a une quarantaine d'années, à 50 ans, souvent c'est un long passé de violence que cette personne a exercé. Donc encore faut-il qu'elle accepte de vraiment se confronter à tout ce qu'elle a pu faire et de sortir d'une anesthésie émotionnelle qui va faire qu'elle va ressentir des émotions par rapport non seulement à ce qu'elle a subi, donc ça on peut le travailler, mais par rapport à ce qu'elle a fait subir. Donc elle peut s'écrouler à ce moment-là, je veux dire, par rapport à... Elle a pu conduire des gens au suicide, par exemple, donc elle a pu être responsable de décès. Pour les grands pervers narcissiques, c'est très difficile. C'est jamais impossible, mais c'est très difficile parce qu'ils ont vraiment très peu d'intérêt à faire cette démarche-là, eux. Tous ces exemples sont réels. Ils sortent de la vraie vie, et soit d'enregistrement, soit de la mémoire des manipulés. Alors, on cache la 2, sauf vous, mais vous cachez la 3. Et c'est vous qui allez vous adresser à madame. Alors que vous lui demandez de participer à un cadeau. Réfléchis 2 minutes. Ta sœur a suffisamment d'argent pour s'offrir elle-même le trousseau de son nouveau-né. Et en plus, je te rappelle qu'à chaque fois qu'elle est venue dîner avec son mari, elle n'a jamais rien daigné apporter, elle. Bah, c'est son problème. Ok, premier réflexe, le vôtre. Il y a un piège dans celui-là. Ouais. Regardez comment il argumente son refus. Elle a suffisamment d'argent pour s'offrir elle-même ces choses. Il est en train d'inventer 2 règles qui n'existent pas en société. Je crois même dans aucune tribu de la planète. Quand les gens ont de quoi s'offrir quelque chose, ils se l'achètent. Autrement dit, personne ne se ferait de cadeau. Deuxièmement, ta sœur, quand elle vient manger à la maison, elle n'apporte pas de cadeau, type bouteille ou fleurs, comme si, en famille, on devait continuer ad vitam aeternam à apporter son cadeau de bienséance, qui est finalement une mondanité. Oui. Et donc, cet individu est en train de vous dire 2 règles sociales, je te les rappelle. Or, elles sont toutes les 2 fausses. Et c'est pour ça que vous êtes fait piéger en répondant, c'est son problème. Il est très intéressant celui-ci, parce que la contre-manipulation n'est pas une évidence pour vous à trouver. Quand on contre-manipule dans son couple, c'est que le couple est terminé, c'est que vous allez le quitter. Et vous arrêtez donc de lui faire les leçons de morale. Donc toutes les réponses du type « mais t'es vraiment radin, hein. Tu changeras pas. Hein. » Ça ne marche plus parce que ça ne vous intéresse plus de le changer. Donc on enlève toutes ces parties « je veux te faire remarquer à quel point tu me déçois ». Et on arrête aussi une autre chose, c'est de nourrir son image sociale. Car depuis des années, je ne dis pas à ma sœur, je ne dis pas à mon beau-frère, je ne dis pas peut-être aux autres frères et sœurs ou à ma famille, à quel point j'ai besoin de me battre pour obtenir même de l'argent pour la nourriture à la maison. Alors qu'on a de l'argent. Là, on pourrait très bien répondre, très bien, et ben on participe pas. On fait rien. Oui. On fait rien. Ça. Et non pas on. Parce que très moi, bien, tiens. tu ne participes pas. Donc, ouais. Très bien, tu ne participeras pas. Et je dirais que tu n'as oui, pas voulu participer. Et on dira très bien ou « Oh, ben c'est pas grave ». Donc toujours ce ton de « je lâche prise ». Eh bien très bien, tu veux pas participer, je le ferai savoir. Voilà.
Martine, aujourd'hui, vous êtes séparée depuis 2 ans 2 ans. Ouais, 2 ans. Comment est-ce que vous arrivez à vous reconstruire? Difficilement. Difficilement. J'ai des grands pics en haut et des grands pics en bas. Disons que, parce qu'on se dit, on a été abusés comme ça pendant tant d'années. Mais bon, moi, j'ai voulu protéger mes enfants. Et en fait, maintenant, je me dis, t'as 50 ans et... Il y a des jours, je me dis, maintenant, tu vas vieillir, tu vas rester comme ça, hop. Et puis, il y a des jours, je me dis, allez, hop, maintenant, il faut que tu reprennes le dessus, il faut que tu sortes, il faut que tu... Voilà. Mais bon, c'est vraiment en dents de scie. Et puis, on continue dans la connerie, quoi, je dirais. Je donne tout et je continuerai comme ça, quoi. Je veux dire, mon psy me dit toujours, faut dire non, faut apprendre à dire non. Mais je sais pas dire non. C'est toujours oui, et avec n'importe qui, quoi. C'est toujours oui, on vient frapper à la porte, il y a besoin d'argent, hop, je donne de l'argent. N'importe, je veux dire, en fait, c'est l'envie d'être reconnu, d'être aimé, voilà. Quand on me dit t'es gentil, tout ça, mais moi c'est des trucs, je sais pas moi. L'autre fois mon psy me dit, j'avais sur mon agenda, il me dit vous avez un joli agenda, mais pour moi c'était, j'étais contente qu'on m'avait fait un compliment. Silencieux, invisible, complexe, insidieux, le harcèlement au sein du couple est un délit nouveau, créé et reconnu par la loi de juillet 2010 contre les violences faites aux femmes. Puni de 3 à 5 ans de prison, il a fait l'objet de premières plaintes, mais aucune n'a entraîné de condamnation. Les sceptiques s'interrogent. La loi n'est-elle pas trop floue ? Comment prouver le harcèlement psychologique lorsqu'il se niche dans les petits riens du quotidien et les grands tabous de l'intimité, sans trace physique ni matérielle ? Si le harcèlement est reconnu comme délit par la loi, les manipulateurs demeurent un mystère pour ceux qui la font appliquer. En attendant une vraie reconnaissance juridique et sociale, puissent les paroles de Martine, Philippe, Eleonora et Smeha aider d'autres victimes à retrouver leur intégrité et réapprendre à s'aimer. Et comment avez-vous réussi à quitter cette relation d'emprise et à vous reconstruire ? Alors, je crois que d'une certaine façon, un déclic peut se produire chez même les personnes les plus abîmées, les plus saccagées, les moins sûres d'elles. Je crois que souvent, on est confronté au choix suivant. Ou l'on meurt, ou l'on décide de vivre envers et contre tout. Et il y a une sorte de déclic, je dirais, de survie, parce qu'à un moment donné, on est gravement en danger. Et donc, moi, je savais que j'étais en train de mourir. Et mon corps me le disait. Et je voudrais aussi, si je peux, à travers votre micro, rendre hommage à toutes les associations de défense et les victimologues qui ont contribué à ce que j'aille mieux personnellement. Et je voulais citer le blog de Nathalie Entraide APN, qui a accueilli les témoignages de beaucoup de personnes, qui répond et qui vous dit « Eh bien voilà, nous sommes là, c'est un réseau d'entraide, il y a beaucoup de gens dans votre cas, et alors à ce moment-là, on se trouve dans un réseau, et vraiment, je voudrais le signaler, le réseau d'entraide des blogs, des anciennes victimes qui se sont reconstruites et qui ont créé un chemin pour elles-mêmes, mais qui ensuite font bénéficier les autres de leur expérience et de leur bienveillance, de leur avancée extrêmement positive dans la vie, ont été pour moi vraiment la manière de tourner la page. C'était Parce que je ne vaux rien, ou l'enfer du harcèlement dans l'intimité du couple. Merci à Martine, Philippe, Eleonora et Smeha. Merci au psychiatre Muriel Salmona, à Isabelle Nazaraga et aux participantes du séminaire. Merci à Nathalie du blog Entraide APN. Merci à Camille et à Malika. Attachée d'émission, Christine Bernard-Gage et Ève Etienne. Prise de son à Paris, Alexandre Dang. Coordination, Irène Omelianenko. Un documentaire de Cerise Maréchaux et François Test pour Sur les Docs.